All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs de lundi pour Eddie Hilditch. Où en est Horizon, la ville flottante qu'on aura dans l'atmosphère de Crusader? Pour ce qui est de la ville, ils sont en train de décider de la disposition des différents quartiers et les plateformes qui composeront les supports géants pour la ville sont en face de White Box. Par contre, pour ce qui est de la géante gazeuse Crusader, qui du coup a pas de surface solide, c'est compliqué. Clairement, la technologie de nuage volumétrique est pas encore prête pour permettre la création de planètes tout entières. Bon, de son côté, il a utilisé cette techno en posant des nuages tout autour des îlots flottants de Horizon, et il y a vraiment de quoi faire un truc cool, mais ils ont rien à nous montrer pour l'instant. C'est pas pour rien que Crusader est toujours pas sur la roadmap. Seconde question pour Johnny Jazz Vicious, vu que Hearthstone aura des océans, est-ce qu'on pourra y nager? Alors oui, à terme, on pourra nager, mais c'est pas dit que ce soit prêt pour la 3.3, et pour ce qui est de la capacité des vaisseaux à aller sous l'eau, c'est même pas la peine d'y penser avant un moment. Troisième question pour Rob Johnson, quand est-ce qu'on pourra enfin se servir du respawn dans les vaisseaux? Ils savent que ça marche mal et ils font tout leur possible pour supprimer les derniers bugs parce qu'ils savent que c'est extrêmement demandé. Quatrième question pour Kirk Tom, est-ce qu'on pourra se servir des mécaniques de scan pour scanner notre propre vaisseau et y découvrir des intrus? Rien de certain mais a priori rien ne l'empêchera. Dernière question pour Rob Reiniger, quoi de neuf concernant les points de saut quantique à la surface des astres pour éviter d'avoir à parcourir des centaines de kilomètres en descendant vers la surface? Alors c'est toujours en discussion, mais voilà deux idées qui circulent actuellement entre les développeurs. La première serait de rendre le nombre de points de saut quantique proportionnel à la taille de l'astre, et la deuxième idée, qui n'est pas incompatible avec la première, serait d'avoir des sauts quantiques lents et capables d'effectuer des courbes. En gros, depuis le côté d'une planète, on pourrait faire un saut vers une destination de l'autre côté de la planète, en la contournant, et l'arrivée se ferait au-dessus de la destination, de sorte à descendre en diagonale. C'est toujours à l'état de discussion, et la solution retenue dépendra de Chris Roberts. La vidéo de mardi présentait le système Ozo, découvert en 2861. Ozo 1 est une planète un peu différente des autres premières planètes dans les autres systèmes. L'animation de la star map ne le montre pas, mais la planète a une rotation synchrone, ce qui fait que c'est toujours la même partie de la planète qui fait face à l'étoile du système. On se retrouve donc avec un côté jour couvert de lave et un côté nuit désertique. C'est une planète qui fait le bonheur des vulcanologues puisqu'ils peuvent se poser en sécurité sur la partie nocturne et se rendre vers la partie diurne au milieu de lacs de lave de plus en plus gros. Petite digression d'ordre astronomique, apparemment tout objet céleste en orbite autour d'un autre objet céleste finira par être en rotation synchrone avec l'objet autour duquel il tourne. Le meilleur exemple étant la Lune de la Terre, et l'un des plus gros facteurs qui entre en jeu est la distance qui sépare ces deux objets. Autour du Soleil, Mercure est presque en rotation synchrone, Vénus le sera dans plusieurs dizaines de millions d'années, et la Terre dans, en théorie, plusieurs dizaines de milliards d'années. Et dans Star Citizen, les planètes qui seront en rotation synchrone autour de leurs étoiles sont, il me semble, dans tous les cas, des planètes qui sont les plus proches de leurs astres. Cano 1, Adur 1, Ozo 1, Toil 1, Kill 1 et Horus 1. Voilà, vous avez peut-être rien appris ou ça vous intéresse pas, mais ça montre encore plus le niveau de détail que vise Chris Roberts pour Star Citizen. Ozo 2 est la raison pour laquelle le système est protégé. Cette planète est dans la bande verte du système, a une atmosphère, des océans, de la végétation et une civilisation intelligente, les Ozoiens, des insectoïdes d'environ 1m40 qui communiquent via des bips et des flashs lumineux depuis des plaques sur leur tête. Ozo 3 est une géante gazeuse qui devrait pas ressembler à ça, mais plutôt à Jupiter avec des bandes horizontales blanches et vertes. Ozo 4 est une planète sans noyau ferreux mais qui dispose de beaucoup de métal éparpillé sur sa surface. C'est idéal pour les mineurs à condition de ne pas avoir peur des patrouilles de police. Ozo 5 est une géante de glace comme Neptune composée d'ammoniac et de vapeur d'eau. C'est clairement pas la solution la moins risquée dans l'espace de l'UE pour raffiner du carburant. La station Yogi, qui se trouve en orbite autour de l'étoile, sert justement à surveiller le système conformément au Fair Chance Act qui stipule, entre autres, que l'humanité ne doit pas interagir avec les formes de vie aliens en développement. Sauf que les humains ont bien compris que la police de l'UE ne rigole pas avec ça et très peu tentent de venir sur Ozo 2. Travailler sur la station Yogi est donc considéré comme un boulot de seconde zone, ennuyeux et sans perspective d'évolution. Par contre, les Shi'an aiment bien les Ozoiens quand ils sont bien cuits. Du coup, pour arrondir leur fin de mois, des employés corrompus de la station Yogi vendent des Ozoiens aux Shi'an. Ils prétendent ne pas en tuer mais seulement ramasser leurs cadavres, même si c'est pas très crédible. Enfin, Ozo 6 est une planète naine, semblable à Pluton, et c'est la planète la moins surveillée du système vu sa distance avec son étoile. Donc c'est là qu'on retrouve le plus de trafic non autorisé. Pas de vidéo mercredi, donc ça va me permettre de parler d'un autre sujet intéressant. John Pritchett, un développeur en charge de la physique et qui travaille sur le module d'antigravité des motojets, est bien conscient de l'inquiétude qu'il y a autour de leur futur fonctionnement. Donc il a fait un gros post sur le Spectrum pour parler de tout ça. La lévitation des motojets sera basée sur un système de suspension invisible et contrôlé. Si un système de suspension classique ne fait que subir les chocs et les encaisse, celui développé par Pritchett pour les motojets sera plus actif et pourra élever le véhicule à une hauteur prédéterminée en fonction de données topographiques récoltées via un scan passif.
Pendant le vol, la motojet aura plusieurs paramètres prédéterminés, une altitude maximale, le temps s'écoulant avant de l'atteindre et l'accélération et la vitesse verticale maximum. Ces paramètres leur permettront apparemment de mieux régler les différentes motojets. Le Nox sera ainsi plus adapté au circuit et galérera sur les terrains accidentés. Le Dragonfly quant à lui sera plutôt adapté au hors-piste et sera capable de décoller un peu pour survoler les obstacles. Ils peuvent aussi régler les motojets pour les plaquer au sol et les faire encaisser le moindre obstacle comme des scooters des mers avec des vagues. Apparemment la dernière fois que les Evocati ont eu ce système en main, les retours étaient plutôt positifs et ça a bien évolué depuis. Les motojets fonctionneront toujours comme si la gravité était celle de la Terre. Si vous utilisez une motojet sur un astre où la gravité est plus faible, le système de lévitation compensera pour que le pilotage nous paraisse toujours le même. On pourra évidemment augmenter l'altitude de la motojet pour survoler les obstacles. Alors deux choses. La première, c'est que ça sera pas sans conséquence sur votre vitesse. Plus vous volerez au ras d'un terrain plat, plus votre vitesse sera élevée. Et plus vous volerez haut, plus vous essaierez de décoller pour esquiver des obstacles, plus vous ralentirez, ce qui pourra donner de vraies courses en motojet. La seconde, il est toujours possible de passer en vol atmosphérique si on décolle suffisamment, mais il est bien conscient que les joueurs n'ont pas vraiment aimé cette possibilité et il promet de repasser encore un peu plus le message aux designers en charge de la conception des mécaniques de jeu à ce niveau-là. Jeudi, l'émission Around the Verse nous a présenté quelques progrès avant de parler de l'avancement des vaisseaux. Ils ont commencé à essayer d'intégrer les applications de gestion des vaisseaux et de l'équipement aux terminaux sur les zones d'atterrissage. Ils galèrent toujours un peu sur le positionnement du bras qui va déclencher le mobiglace et ils ont rajouté des labels en dessous de chaque bouton pour qu'on sache à quelle application ils correspondent. Ils ont amélioré le processus de saut quantique et corrigé des bugs dessus en vue de la future fonctionnalité de saut groupé dont l'interface graphique est presque terminée. L'équipe en charge des effets spéciaux commence à travailler sur ce à quoi ressemblera visuellement le scan dans le cockpit. Leur prototype n'en est qu'à ses débuts et il est constamment remanié avec les feedbacks de Chris Roberts. Ils travaillent aussi sur un nouveau système de particules qui leur permettra de réaliser différents types d'événements spatiaux comme des aurores boréales. Sur le Hammerhead, ils continuent d'effectuer des tests pour trouver les bonnes couleurs et les bons éclairages, tandis que d'autres artistes 3D continuent de travailler sur le pont, la soute et le quartier du capitaine. Sur le 600i, la variante exploration est terminée et ils finissent les couloirs et les capsules de sauvetage. Ils travaillent d'ailleurs sur leurs animations et leurs fonctionnalités. Le rework du Mustang avance bien, même si on n'a toujours aucune progression visible sur la roadmap. Les artistes continuent de travailler sur les équipements qui vont peupler les hangars et sur leurs textures pour montrer leur usure. Ils travaillent également sur le système d'agencement procédural des environnements pour remplir des volumes prédéfinis avec des assets différents. Ça va assez loin puisque chaque asset peut avoir des sous-variations comme une table qui pourra être débarrassée ou pas. Et enfin, ils continuent de travailler sur les bâtiments de leur ville qui semblent être qu'en face de White Box. Ça veut dire que ce qu'on a vu à la CitizenCon 2017 n'était peut-être pas aussi avancé que ce qu'on pouvait penser. Concernant l'avancement des vaisseaux, le rework du 300i a à peine commencé, l'Origin 100i a pas évolué depuis son annonce, le Orion est à la fin de sa phase White Box en attente d'artistes pour continuer de travailler dessus, le Constellation Phoenix est en fin de phase Grey Box, et le Blade, l'Eclipse, le Hurricane et le Mustang sont dans leur phase artistique finale. Concernant le Karak, certains artistes qui ont travaillé sur le Reclaimer continueront à travailler dessus à partir de juin 2018, mais faut pas pour autant espérer le voir débarquer cette année, c'est clairement un vaisseau qui sortira en 2019. Ensuite, l'émission nous a parlé du Anvil Hurricane, qui arrivera normalement avec la 3.2. Les infos que je vais répéter ici sont mélangées avec celles qu'on a appris le lendemain pendant le Reverse the Verse. Ce vaisseau biplace sera destiné à mener des attaques de vaisseaux capitaux. Avec sa tourelle embarquant 4 lasers de taille 3, il sera incapable de détruire un Idris tout seul, mais 5 ou 6 Hurricanes volant ensemble deviendront une menace sérieuse. La tourelle ne sera pas amovible, donc on pourra pas embarquer 2 canons de taille 5 par exemple. En tant que vaisseau destiné à attaquer des vaisseaux capitaux, l'avantage du Hurricane sur le Retaliator par exemple sera sa capacité à déverser une puissance de feu soutenue et à le faire de loin. Si le Retaliator épuisera sa puissance de feu une fois qu'il aura lâché toutes ses torpilles, le Hurricane fera moins de dégâts rapidement, mais pourra rester sur zone tant que son générateur d'énergie et ses systèmes de refroidissement fonctionneront. Pour ça, les siens seront plus performants que la moyenne. Aussi, si le Retaliator sera assez solide pour mener des attaques frontales droit sur sa cible, le temps de lâcher ses torpilles, le Hurricane sera beaucoup plus fragile, surtout sur sa partie ventrale. Donc un groupe de Hurricane aura plutôt tendance à mener des attaques surprises ou des attaques à distance en tournant loin autour de la cible. Si au bout d'un certain temps l'effet de surprise est perdu, ou que le vaisseau capital ennemi parvient à riposter ou à faire décoller des chasseurs, il sera plus sage pour les Hurricanes de rentrer à la base car ils seront mauvais en dogfight. En parlant de base, un Hurricane aura le même rayon d'action qu'un sabre ou un Hornet, ce qui veut dire qu'il sera dépendant d'un vaisseau capital ou d'une base au sol pour être déployé. Et enfin, on a surtout eu le droit à la présentation d'un nouveau vaisseau, le Hercule de Crusader Industries. L'émission Reverse the Verse du lendemain en parlait aussi, donc je vais en parler en même temps. Ça sera un vaisseau de transport militaire de 100 mètres de long, 70 mètres de large, disposant d'une manœuvrabilité à peu près comme le Starfarer, mais meilleure en atmosphère, une grande soute centrale, et il sera décliné en 3 variantes.
La première, la variante C2, celle de base pour 2 personnes, sera destinée au transport de marchandises. Elle bénéficiera de 624 unités de cargo, de 2 tourelles frontales de taille 4, une tourelle dorsale arrière de taille 3 et une tourelle ventrale de taille 3 aussi. En termes de place, on pourrait y faire rentrer 2 tanks Tumbril Nova et ça sera un peu difficile, mais on pourra y faire rentrer quelques petits vaisseaux comme le Argo, le P-52, le 85X, le M50 ou le Aurora. La seconde variante, la M2, est sensiblement similaire. Elle aura un blindage plus solide, un canon de taille 3 en plus sous le nez, 468 unités de cargo suffisant pour embarquer 2 tanks, et nécessitera 3 personnes. Enfin, la troisième, la variante A2, sera un mélange entre une canonnière et un bombardier. Autant de blindage que la version de base, 234 unités de cargo et une soute à bombe. Au niveau des canons, 4 tourelles supplémentaires situées sur la partie ventrale, et dont 2 seront de taille 4 et 2 autres de taille 5. Et au niveau des bombes, on aura assez de place pour aller de 4 bombes de taille 10 à 60 bombes de taille 3. On retrouvera donc des sièges supplémentaires dans le cockpit pour les artilleurs, ce qui amènera l'équipage à un total de 8 personnes. Cette variante aura quand même assez de place pour contenir un tank, mais comme l'arrière du vaisseau sera occupé par la soute à bombe, on apprend qu'il faudra charger ce tank par l'avant de la soute. Donc en fait, dans sa variante cargo de base, le Hercule sera assez grand et aura assez de place pour avoir une soute ayant une rampe à l'avant et à l'arrière. Discolando propose même qu'on s'en serve comme checkpoint pour les futurs rallyes organisés par la communauté. Pour finir sur le Hercule, ces 3 variantes seront dispo à la vente pour un prix encore inconnu à partir du 11 mai. Enfin, CIG a mis à jour sa roadmap de la 3.2 et on commence enfin à avoir une progression globalement correcte, même s'ils sont déjà un peu en retard. Par contre, le rework du Mustang a été repoussé à la 3.3 qui devient du coup encore plus surchargée qu'elle ne l'était déjà. En revanche, comme la 3.2 n'a pas à accueillir de nouveaux lieux ou de nouvelles techno importantes, la planète Hearthstone et l'Object Container Streaming pour la 3.3 ont déjà sacrément avancé. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.